Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des aspects de la révolutionnaire en fait durant la guerre d'Espagne, puisque ce conflit n'a pas été seulement un conflit entre la République et les anti-républicains, les nationalistes, fascistes, monarchistes et autres, mais ça a également été un moment d'émulation révolutionnaire, socialiste, anarchiste, communiste, avec plusieurs initiatives prises en ce sens pour mettre en application un idéal de société communisme libertaire, d'autres formes de communisme, le socialisme, de la part d'une classe ouvrière et de paysans pauvres qui n'étaient pas farouchement attachés à la République. Le régime républicain qu'ils avaient d'abord soutenu les avait assez déçus en ne répondant pas à leurs aspirations, parfois en les réprimant. Et donc l'opposition au coup d'État nationaliste portait aussi l'idée que ça allait être un moyen d'aller plus loin, de dépasser la République et d'instaurer un nouveau système, cet idéal que ces gens-là défendaient. Nous allons donc tenter de parler de ce sujet ici, mais en sachant qu'il est quasiment impossible de faire un résumé de l'ensemble de ce qui a été fait durant cette période, tellement ça a été divers et riche, foisonnant, sans un modèle unique. Il faudrait donc parler quasiment de chaque initiative qui avait ses particularités. Donc nous allons ici, pas forcément entrer dans les détails, essayer de brosser un portrait d'ensemble de la Révolution et de la fin de la Révolution en Espagne. Cela est passé essentiellement par des mises en commun, par des socialisations, des collectivisations et des nationalisations d'un certain nombre de biens, notamment ceux servant à la production des usines et des terres. Et cela notamment dans certaines régions, par exemple la Catalogne et l'Aragon, qui sont deux des régions les plus marquées par cet aspect-là. Là, au contraire, par exemple, le Pays Basque va connaître beaucoup moins de telles initiatives. Ainsi, un des fiefs de la collectivisation va être Barcelone, capitale de la Catalogne. Là-bas, de nombreuses entreprises vont connaître une telle mise en commun, une gestion collective, notamment les transports que les ouvriers vont prendre en charge d'eux-mêmes de manière autogérée dès les premiers jours du conflit, assurant ainsi les transports en commun, que ce soit du coup le train, autobus, métro, tramway, etc. Également la gestion de l'eau et de l'électricité qui est gérée très rapidement collectivement par ces ouvriers, avec une amélioration de la desserte de la ville, du moins tant que le conflit ne va pas arriver à Barcelone même, avec les bombardements et compagnie, ce qui évidemment vient foutre un peu le bazar dans les dessertes à peu près en tout. Ainsi, sur le plan du transport, il faut voir que la ville fait face à une augmentation des demandes, de la fréquentation. En effet, il y a alors une pénurie de voitures et également de tout ce qui est de moyens de locomotion individuels, parce qu'à la fois, il y a une réquisition de véhicules pour le front et également de l'essence qui donc manque en ville. Ce qui fait que les gens vont se rabattre du coup sur les transports en commun. Mais du coup, ces comités de gestion des autogérés du coup des transports vont réussir à faire face à ce problème. De même, tout le réseau ferroviaire de la Catalogne va passer aux mains d'un comité co-géré par la CNT, donc anarchiste, et l'UGT, plus proche des socialistes. Au niveau du coup des collectivisations, ça concerne également le téléphone, la presse, avec des comités de journalistes qui autogèrent leur propre journal. Et on a également tout ce qui est des hôtels, des restaurants, et globalement tout ce qui est grande entreprise. Globalement, en Catalogne, les entreprises de plus de 100 employés vont être collectivisées. Et il y en aura également pour celles qui font entre 50 et 100 ouvriers, mais là, c'est pas automatique, c'est à condition que les 3/4 du personnel le souhaitent. Donc là, c'est laissé à la décision des ouvriers de décider s'ils veulent rester à la gestion classique ou à l'autogestion. Si on sort de Barcelone, et pareil, si on se met plus à l'échelle de la Catalogne, on a tout ce qui est filière du bois qui est également collectivisé et uniformisé, puisqu'avant, il y avait plein de petites entreprises différentes. Là, il y a une mise en commun de ces entreprises et ce qui permet une rationalisation de la gestion des forêts et du coup de toute la filière bois. Là aussi, tant que le conflit ne vient pas perturber tout ça. Pour ce qui est du coup de Madrid, la capitale espagnole, si ce n'est pas aussi marqué qu'à Barcelone, il se passe aussi des choses là-bas. Et globalement, on a une collectivisation de toutes les usines qui sont en lien avec la guerre. Armement, uniformes, etc. On a également des mesures qui sont prises pour diminuer les loyers et pour mettre en place des restaurants communautaires pour permettre à tout le monde de se nourrir. Du moins dans les limites de ce que permet l'approvisionnement en cette période de guerre. En Aragon, qui est du coup une autre grande terre de collectivisation, notamment sous l'influence de colonnes anarchistes qui sont assez importantes dans la région, et qui viennent combattre les nationalistes. Par exemple, il y a la colonne d'Urruti qui est la plus connue de toutes. On a au niveau des villages des terres qui sont mises en commun. Alors là, c'est un peu des cas particuliers en fonction des villages. Il n'y a pas une communauté où c'est vraiment identique. Alors il y a évidemment les cas qui sont mis en avant des endroits où ça a été forcé par les colonnes anarchistes.
Mais en fait, ça représente une minorité de cas. Les colonnes anarchistes sont en fait présentes que dans certains territoires. Quand les colonnes anarchistes ne font que passer, elles ne contrôlent pas concrètement le territoire. Et c'est aussi une volonté des paysans, notamment de la petite paysannerie, ceux qui avaient très peu de terre, ou tous ces ouvriers agricoles qui n'avaient pas de terre et qui travaillaient pour des grands propriétaires. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on a du coup une double système. D'un côté, un ensemble de terres collectivisées qui viennent à la fois donc de petits propriétaires qui décident de rejoindre cette collectivité et des terres des grands propriétaires qui là sont réquisitionnées et qui permettent du coup à chacun de les travailler. Et à côté, les petits propriétaires qui le souhaitent peuvent garder leurs terres par eux-mêmes. Peuvent garder leurs terres et les gérer comme ils souhaitent de leur côté. Donc on a ce double système. Alors évidemment, il y a eu des endroits où des petits propriétaires ont été forcés de rejoindre. Mais dans l'ensemble, la volonté des anarchistes n'était pas d'imposer cette collectivisation des terres, mais de l'étendre par l'exemple, de montrer aux petits propriétaires que ça se passe très bien là où il y a cette gestion-là, et les pousser ainsi à rejoindre, inspirer. Il y a des endroits où ça va se faire, mais là encore une fois, très rapidement avec les affres du conflit, puis des initiatives contre-révolutionnaires du gouvernement républicain, ça ne pourra pas aboutir, et on ne sait pas comment les choses auraient évolué si ça avait pu. Mais dans l'ensemble, on a donc à peu près 70% des terres qui sont collectivisées en Aragon, et ce qui permet une augmentation de la production d'environ 20% durant la période où c'est le cas. Et en plus de ces gestions locales, puisque du coup chaque village en quelque sorte a sa propre gestion de ses terres, de ses propres terres, on a un comité révolutionnaire à l'échelle de la région qui essaye un peu de coordonner tout ça et de permettre de l'entraide entre ces différentes collectivités, communautés qui se mettent en place. Et dans les faits, le pouvoir en Aragon est assuré par un conseil dirigé par la CNT, avec l'appui également d'autres forces de gauche, mais essentiellement la CNT qui c'est vrai, domine durant cette période le gouvernement de fait, pas officiel, mais de fait. Les anarchistes ont toujours un peu de mal à assumer le fait de gouverner, donc ils ne prendront pas jamais ce terme-là, mais dans les faits, ils assuraient la gouvernance. Donc après, si on tente de faire un peu un bilan général, à la fois en termes du coup de l'ampleur de ces différentes collectivisations. Alors, ça représente 2500 collectifs paysans, surtout anarchistes, un peu des poumistes aussi, des socialistes, un peu. Un demi-million de familles réunies, 3,6 millions d'hectares, donc c'est quand même pas rien, même à l'échelle de l'Espagne, avec notamment les propriétés des partisans nationalistes qui sont assez facilement collectivisés de manière forcée, hein, puisque ce sont des ennemis. Dans certaines de ces collectivités, néanmoins, les collectivisations ne sont pas totales. Même les paysans qui rejoignent la collectivité ont droit de conserver un petit lopin de terre pour leur exploitation personnelle. Donc il y a toujours un aspect mixte. Et du coup, sur ces centaines de collectivisations, donc ça représente 70% des terres en Catalogne et en Aragon, comme je l'ai dit. On est à 60% en Castille, 50% en Andalousie, mais reste plus faible dans d'autres zones. Par exemple, il n'y a que de 15% à Valenciennes et inexistant dans le Pays Basque. Et pour ce qui est du bilan, on observe comme globalement donc des hausses de salaire, des travailleurs qui gagnent en droit et en liberté, droit de se syndiquer, égalité également de fait symbolique entre l'ouvrier et le patron. Il n'y a plus cette dichotomie, notamment tout ce qui est vouvoiement et compagnie, qui est un peu abandonné. Tout ce qui est tenue bourgeoise et tout, un peu de distinction sociale, c'est mal vu. Donc on a aussi une volonté symboliquement de montrer l'égalité et d'effacer en fait les gestes et les symboles d'inégalité. On a également tout ce qui est hôtels, magasins de luxe et compagnie qui sont collectivisés, établissements religieux également, tout ça est réquisitionné pour en faire des réfectoires pour les pauvres, des orphelinats, etc. Donc il y a cette volonté d'utiliser ces lieux, soit de la bourgeoisie, soit du clergé, parce que on en parlera un peu plus tard, mais en effet, le clergé était vu comme faisant partie du camp ennemi avec la bourgeoisie, donc leurs propriétés doivent servir au peuple. Après, du coup, pour tout ce qui est ces formes de mise en commun, il existe des modèles différents. Il y a la collectivisation où en fait c'est les personnes qui travaillent, qui vivent sur place, donc qui gèrent, mais vraiment à l'échelle de l'usine ou de la communauté villageoise pour gérer les terres. Il y a la socialisation où là c'est plus une mise au commun de l'ensemble d'un secteur qui est géré à une échelle plus globale. Donc par exemple, comme je l'ai dit pour la filière du bois de toute la Catalogne, là c'est plus une socialisation, là où chaque village va gérer ses propres terres dans une forme de collectivisation. Et il y aura également la nationalisation, où là c'est l'État qui assure la gestion d'entreprises. Donc ça c'est un modèle que l'on connaît plus, puisque voilà, on a des entreprises nationalisées en France ou dans d'autres pays. Et donc là, ces différents modèles cohabitent en même temps, plus ou moins, en concurrence parfois, dans l'Espagne républicaine. Mais du coup, est-ce que ces nouvelles formes de gestion sont-elles montrées efficaces? Est-ce que cet idéal de société de gestion de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, de ces courants politiques-là, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il a fonctionné?
c'est très dur à dire. C'est très dur à dire parce que déjà, il n'y a pas un modèle unique, comme je l'ai dit. Il y a 20 millions de modèles différents et en fonction des endroits, les résultats sont assez différents. Et on manque de statistiques pour vraiment établir le résultat. On est dans une période de guerre avec une administration complètement désorganisée, donc les statistiques sont très peu faites. Et la guerre et tout ça, le coup d'État, a bouleversé l'organisation de la production. Par exemple, des entreprises de textiles de Catalogne qui avaient besoin de matières premières qui viennent de zones qui sont contrôlées par les nationalistes et qu'elles n'ont plus. Évidemment, dans ce contexte, la production industrielle s'effondre. De plus, cette gestion collective s'est mise en place dans la précipitation sans être préparée. C'est arrivé soudainement, sans que les organisations ouvrières se soient vraiment préparées à ce que ça arrive à ce moment-là. Elles se sont trouvées au pouvoir parce que le gouvernement républicain s'est effondré, pas parce qu'elles étaient prêtes à assumer ce pouvoir. Donc il y a un peu une forme de précipitation et de désorganisation. Il faut remplacer en urgence toutes les personnes qui assuraient cette gestion, cette administration des terres et des entreprises. Donc évidemment, ça devient compliqué quand on fait en plus face aux réquisitions et au manque de matières premières. Et très rapidement, ces terres collectivisées, ces entreprises collectivisées, se sont retrouvées soit à ne plus l'être, soit être exposées en pleine zone de front et à tomber entre les mains nationalistes, donc du coup ne plus être collectivisées, ce qui fait aussi qu'on a le problème de l'expérience très courte. Elle n'a eu lieu que pendant une période où il fallait gérer la transition. Ça ne permet pas de voir sur le long terme comment ça serait passé. Cependant, on constate quand même sur un certain nombre de secteurs des améliorations, notamment sur le plan agricole. La production agricole progresse, s'améliore, se rationalise, parce que des paysans pauvres qui n'avaient pas les moyens de profiter de moyens plus modernes d'exploiter leurs terres peuvent désormais le faire, puisque ensemble, ils peuvent investir et mettre en place ces méthodes d'exploitation et avoir ces technologies plus modernes et les utiliser en commun. Ce que du coup, ils ne pouvaient pas faire avant. Donc il y a des progrès à ce niveau-là. Sur l'industrie, c'est plus compliqué parce que globalement, on a le problème de l'acheminement des matières premières. Autant l'agriculture, c'est vrai que c'est une production primaire. Dès qu'on arrive au secondaire, si le primaire concerné, lié, ne suit pas, c'est un problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate dans l'ensemble de l'Espagne. Que ce soit dans le côté nationaliste ou du côté républicain, l'industrie s'est effondrée. Donc, difficile de lier ça à cette nouvelle mode de gestion à certains endroits. Après, c'est clair que ces collectivisations, elles ne règlent pas toute la pauvreté du monde agricole. L'extrême misère la plus poussée tendance à reculer, mais les problèmes de l'agriculture espagnole, qui est restée une agriculture pauvre, ne sont pas résolus en claquant des doigts. C'est quelque chose qui aurait demandé des années pour se faire de toute façon. Après, ça permet du coup aussi des baisses de prix, notamment parce qu'il n'y a plus de dividendes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une partie du prix qui sert à payer des actionnaires, mais uniquement à payer les producteurs. Donc on a une baisse des prix dans les territoires et les zones où il y a ces collectivisations qui sont mises en place. Par contre, on a quand même un problème, c'est que la matière première en général vient manquer parce que les échanges entre régions sont perturbés et que les importations dont l'Espagne avait besoin n'ont plus lieu. Et donc ça vient quand même en grande partie compenser la baisse des prix. Donc, mais là aussi, c'est des facteurs extérieurs à la collectivisation elle-même. Après, au niveau du coup des autres mesures qui sont prises, en plus de tout cet aspect de collectivisation, alors j'ai cité les aspects symboliques, mais on a également la question de la monnaie, où là aussi, il y a 20 000 cas différents. Il y a des endroits où la monnaie est supprimée, remplacée par des systèmes de carnets de consommation ou de systèmes de points pour consommer qui sont attribués à des familles en fonction du nombre de personnes, est-ce que c'est des enfants, des adultes, etc., s'il y a des malades. Donc on a là différents systèmes qui tentent d'être mis en place pour remplacer la monnaie. À certains endroits, on garde une monnaie, mais c'est une monnaie locale qui sert que dans le cadre de la collectivité, qui remplace donc la monnaie nationale. Et à d'autres endroits, on garde la monnaie nationale pour le moment. Donc là aussi, il n'y a pas un modèle unique. On a la mise en place de gratuité des soins, augmentation du nombre de lits dans ces lieux de soins, donc ça permet de mieux prendre en charge la population qui, quand elle était pauvre, manquait clairement de soins. On a des campagnes de vaccination qui sont mises en place. On a également des mesures sur les loyers, donc comme j'ai dit, à Madrid, les loyers sont globalement divisés par 2. À d'autres endroits, les loyers sont même carrément supprimés. On a des créations d'écoles et de librairies pour augmenter l'éducation de la population, parce que l'Espagne était un pays où l'alphabétisation était restée assez faible, et donc là, elle va progresser durant cette période. Il y a des personnes qui apprennent à lire et à écrire durant la guerre d'Espagne. Certaines personnes vont même apprendre à lire et à écrire dans les tranchées. Je peux vous dire un peu parfois on se plaint des conditions de cours en France, mais à côté, finalement, apprendre à lire et à écrire dans une tranchée, c'est pas la même. Et mon père, d'ailleurs, avait pu connaître une personne qui avait comme ça appris à lire et écrire pendant la guerre d'Espagne, entre les combats, et qui, quand il l'a connu, faisait des conférences. Donc, alors c'est un cas particulier, c'est pas un cas de tout le monde, mais vous voyez un peu
à quel point ça a quand même permis des progrès en termes d'éducation populaire. On a des mesures aussi en termes de droits des femmes. On a l'égalisation de l'avortement, les unions libres et donc la possibilité de rompre ces unions beaucoup plus facilement. Là où le divorce en Espagne, qui était un pays très catholique, autant vous dire que c'était pas simple. La personnalité juridique des femmes est reconnue. Donc on a quand même une place des femmes qui s'améliore dans la société, même si ce n'est pas parfait, ça dépend des endroits, et qu'on a quand même des endroits où les révolutionnaires sont beaucoup plus conservateurs sur ces questions-là. Mais quand même, dans l'ensemble, il y a une avancée. Et les droits des femmes dans l'Espagne républicaine étaient quand même bien plus respectés que dans l'Espagne nationaliste. Sur le plan politique, on cherche également plus à impliquer la population, avec par exemple des assemblées de population qui remplacent les conseils municipaux des communes. On a également des mesures de lutte contre l'Église. En effet, il faut voir qu'à l'époque, l'Église était perçue par une bonne partie de la population comme complice de l'exploitation. Et en effet, le haut clergé soutenait et était assez lié aux grands propriétaires terriens qui exploitaient la population dans les territoires agricoles, ces ouvriers agricoles, que les institutions et les cadres de l'Église ont soutenu le coup d'État nationaliste et globalement étaient anti-révolutionnaires. Alors, c'était un peu différent dans le petit clergé où c'était plus partagé, mais c'est vrai que l'Église apparaissait comme clairement étant dans le camp adverse. Et en plus d'être une institution rétrograde, réactionnaire, hostile au progrès social et aux avancées. Donc évidemment, il fallait combattre son influence. Alors ça a malheureusement conduit à des exactions contre des membres du clergé. Alors plus à des endroits où ceux-ci étaient réactionnaires, mais parfois des clercs qui n'avaient rien à se reprocher ont été victimes également de ces exactions. Et ça, voilà, forcément c'est regrettable. Mais c'est... Alors, je dis pas ça du tout pour excuser, mais dans une guerre civile, il y a toujours des victimes collatérales dans les différents camps. Mais du coup, dans l'ensemble, les offices religieux sont réduits, les biens de l'église sont réquisitionnés, mis en commun et servent, comme je vous l'ai dit, pour les biens des grands bourgeois, d'orphelinat, de réfectoire, etc. On a également donc des mesures pour renforcer l'égalité au sein de l'armée avec une égalité des soldes, le fait que les soldats s'appellent entre camarades, quel que soit leur grade, etc. Donc on a des mesures aussi sur ce plan. Et globalement, cette expérience-là a laissé a beaucoup marqué les personnes qui l'ont vécu. Et certains témoins de cette période en ont gardé une nostalgie. Malgré la difficulté de la guerre durant cette période, les morts, les souffrances, il y a une nostalgie de cette période d'égalité tellement enthousiasmante pour ces personnes-là. Mais en effet, cette période, alors non seulement a été limitée à certaines régions, même au sein des Espagnes républicaines, comme je vous dis, il y a le cas du Pays Basque, où certes il y a des mesures sociales, avec des baisses de loyer, un État qui prend plus le contrôle de l'industrie, mais on n'a pas de collectivisation, de socialisation, pas de mesures vraiment révolutionnaires, juste un État plus social. Et cette stimulation révolutionnaire ne va pas durer. En effet, le gouvernement va tenter d'y mettre un peu un terme, d'y mettre un ordre en tout cas. Alors au début, le gouvernement ne peut pas faire grand-chose, il ne contrôle pas la situation, il ne contrôle pas le terrain, et donc il va se contenter souvent justement de légaliser les mesures révolutionnaires, les collectivisations, les socialisations, etc. Mais rapidement, il y a une prise en main qui se fait. Notamment une partie des socialistes et les communistes se disent qu'il vaut mieux d'abord gagner la guerre avant de faire la révolution. Cela peut d'un côté s'entendre, en effet, si les nationalistes venaient à gagner, la révolution serait brisée. Donc l'argument n'était pas complètement idiot non plus. Mais est-ce qu'en brisant la révolution, on ne réduit pas l'enthousiasme populaire à soutenir la République? Là, c'est tout un débat qui, encore aujourd'hui, n'a pas été résolu, que je ne vais pas tenter de résoudre ici à moi tout seul. Peut-être que je ferai une vidéo où j'apporterai un peu des éléments de réflexion sur le sujet, mais là, cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Mais du coup, au nom de cette priorité, on décide de rétablir le gouvernement républicain au maximum d'endroits, à la fois pour une meilleure cohésion du coup de l'Espagne républicaine, mais également rassurer les démocraties bourgeoises, dont on recherche le soutien. Cela répond aussi aux demandes de l'URSS, qui est le principal soutien de la République espagnole à ce moment-là. En effet, celle-ci souhaite ne pas inquiéter les démocraties bourgeoises, dont elle cherche à se rapprocher depuis globalement 1930. Depuis 1933, elle commence à se tourner vers les démocraties, notamment l'Angleterre et la France, et donc cherche à ne pas les inquiéter. Et donc, si elle soutient la République espagnole, il vaut mieux que cette République espagnole ne fasse pas trop peur aux démocraties. Donc elle va encourager le Parti communiste espagnol qui lui est affilié à prendre une attitude anti-révolutionnaire et à du coup se montrer comme un champion de l'ordre pour être rassurant. Et donc elle pousse aussi la République espagnole à agir dans ce sens-là par son appui. Donc notamment ça passe sur l'armée populaire
où on renforce la discipline, on remet en place l'inégalité des soldes, le fait de respecter ses officiers, etc. Et on pousse du coup les milices à être incorporées à l'armée populaire et à adopter ce nouveau mode de fonctionnement, ce qui ne va pas se faire aisément et beaucoup vont refuser. Ce qui fait du coup qu'on va chercher à... Et ces milices-là qui vont s'y refuser vont souvent être privées d'armes afin de les forcer à rejoindre l'armée populaire ou à perdre la guerre et puis être en mesure de se battre. On a également des dissolutions de comités révolutionnaires. Ça commence à partir d'octobre 1936 et ça va se poursuivre progressivement. Et on tente de mettre un terme aux collectivisations. Plusieurs vont être supprimés par la suite, notamment en Aragon où on a l'armée qui est envoyée pour mettre fin aux collectivisations, officiellement au nom de la défense des paysans qui seraient forcés à collectiviser leurs terres. Mais de fait, on l'a vu, à certains endroits, ils n'étaient pas forcés. Et si certaines collectivisations ont été forcées, les décollectivisations le sont aussi. Et parfois, une fois que l'armée populaire est passée en supprimant les collectivisations, elles sont remises en place par les paysans une fois qu'ils sont partis. Donc on voit que c'est des phénomènes complexes. Pour ce qui est des socialisations et des collectivisations, elles sont parfois remplacées par des nationalisations, c'est-à-dire qu'on garde une gestion qui n'est pas aux mains du privé, mais l'État reprend la main sur l'autogestion ouvrière. Et les entreprises qui restent collectivisées et qui refusent de passer aux mains de l'État peuvent se retrouver privées de financement et de matières premières. Là aussi, afin de les forcer à rentrer dans le rang. On cherche également à réduire l'influence des mouvements révolutionnaires sur l'armée et la police, notamment les policiers n'ont plus le droit d'appartenir à un parti politique, et on a de la censure également, notamment de la presse anarchiste. Et dans le même temps, on met en place de nouvelles forces de l'ordre indépendantes des anarchistes ou du POUM pour reprendre en main la gestion de l'ordre que les milices ouvrières assuraient. Et alors, c'est pas vraiment sur l'aspect révolutionnaire, mais si on est dans les mesures que prend le gouvernement républicain pour rassurer les démocraties bourgeoises, il y a le fait également de renoncer à l'indépendance du Maroc, puisqu'il avait été envisagé de donner son indépendance au Maroc espagnol, afin de détacher les troupes marocaines qui suivaient Franco de leur meneur, afin de le priver de troupes. Mais le problème, c'est qu'une telle initiative aurait pu inspirer le reste du Maroc, notamment le Maroc français, et puis globalement d'autres territoires coloniaux, ce qui aurait déplu à la France et l'Angleterre. Donc le gouvernement va y renoncer, se privant ainsi d'une arme contre Franco. Mais ainsi, globalement, même si on n'a fait qu'un rapide résumé de la question, le vaste mouvement révolutionnaire qui a secoué l'Espagne durant cette période n'a pas duré. Et ce qui s'est enclenché en juillet 1936 va avoir globalement cessé courant 1937, notamment du coup à l'initiative des républicains, d'une partie des socialistes, et c'est vrai, plus surprenant, des communistes qui ici se sont montrés anti-révolutionnaires. À raison ou à tort, c'est un débat qui ne sera pas tranché ici, mais ce qui est clair, c'est que le mouvement révolutionnaire a été réprimé et qu'il était loin d'être imposé à l'ensemble de la population. Certes, il y a des cas, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut uniformiser, qu'on peut étendre, généraliser. À beaucoup d'endroits, c'était vraiment une volonté du peuple, des paysans, des ouvriers, de reprendre en main la gestion de leur usine, de leurs terres, de la richesse qu'ils produisent. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui est assez longue, je crois. Je verrai combien de temps elle fait déjà le rush. Je pense que j'ai un bon gros rush. Et la vidéo elle-même, on verra quelle durée elle fera. Mais j'espère néanmoins qu'elle vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, la commenter. Tout ça, ça aide pour le référencement. Ça nous aide également à être vu. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!